Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, la réforme au Niger. Un comité chargé de révision des lois électorales a été mis en place par le ministre de l'Intérieur Mohamed Bazoum le 14 octobre. Le comité en question dispose d'un délai de 3 mois pour déposer ses conclusions. Construction de routes au Togo. Depuis 2011, le gouvernement a engagé un programme d'investissement public dans les infrastructures. Nous verrons que pour certains, cette politique de rénovation infrastructurelle est insuffisante dans les zones rurales. Atmosphère sociale tendue au Tchad pour protester contre les mesures de restriction budgétaire du gouvernement. Les syndicats des travailleurs de la fonction publique ont appelé à la grève générale dans le pays. Référendum en Côte d'Ivoire. Les électeurs ivoiriens sont invités ce dimanche à se prononcer sur le référendum qui prévoit une nouvelle constitution. Quelques 20 000 bureaux de vote ont ouvert leurs portes afin d'accueillir les 6,31 millions d'électeurs attendus pour ce scrutin. Près de 30 000 soldats des forces républicaines de Côte d'Ivoire ont été déployés sur l'ensemble du territoire national pour la sécurisation de cette consultation nationale. Notons que le projet prend notamment en compte la création d'un poste de vice-président d'un Sénat et constitutionnalisation de la Chambre des rois et chefs traditionnels. Révision de la loi électorale au Niger. Un comité a été mis en place le 14 octobre 2016 par le ministère de l'Intérieur afin de revoir certaines dispositions de ces lois. L'ambition est ici d'harmoniser les textes électoraux. Pour autant, cette décision suscite beaucoup d'interrogations au sein de la classe politique et de la société civile. Reportage de Sadou Alizé Mokhtar, notre correspondant au Niger. Les lois électorales en passe d'être révisées au Niger. Un arrêté du ministre nigérien de l'Intérieur a créé le 14 octobre 2016 un comité élargi de 18 membres chargé de la révision des lois électorales. Selon les initiateurs de la révision des textes, certaines dispositions de la Constitution et du Code électoral sont obsolètes et inadaptées. On a toujours eu un seul code électoral. Parce que dans la Constitution, il est dit que les élections sont régies. Les élections, de façon globale, sont régies par une loi organique. Et on fait une loi organique qui est le code électoral. Alors aujourd'hui, le comité doit réviser certaines dispositions de la Constitution pour qu'au finish, qu'on ait une seule loi électorale qui va être le code électoral. Et il suffit juste de dire que les élections, qu'elles soient présidentielles, législatives ou locales, il suffit juste de dire qu'elles sont régies par une loi organique. Ce comité a comme mission principale la révision de certains textes se rapportant à l'organisation des élections au Niger, dont entre autres la Constitution, la loi organique relative à la Commission électorale nationale indépendante CENI, ainsi que celle portant régime général des élections présidentielles, locales et référendaires seront aussi revues. Certains observateurs de la scène politique nigérienne estiment que ce processus ne vise qu'à faire passer le pays d'un régime semi-présidentiel à un régime présidentiel. Dans pratiquement tous les pays où les socialistes sont au pouvoir, quand vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, la Constitution est en train d'être révisée. Quand vous prenez le cas du Sénégal, quand vous prenez le cas du Congo, etc., le Niger ne se soustrait pas à cette logique-là. On comprend bien la volonté de nos chefs d'État à vouloir triturer les constitutions. Et au Niger, d'ailleurs, les signaux étaient donnés lorsque le président de la République a fait sa main tendue avec le MNSD Nassara. L'opposition parlementaire qui devait être représentée dans ce comité par 2 personnes a, elle, décidé de ne pas participer. On note aussi l'absence de la société civile et des partis politiques non affiliés dans ce processus de révision des lois électorales au Niger. Modernisation des infrastructures routières au Togo. Ce pays d'Afrique de l'Ouest a lancé depuis 2011 une politique des grands travaux qui a permis de construire et de réhabiliter plusieurs routes du pays. Néanmoins, pour certains, ces projets ne semblent pas suffisamment prendre en compte les pistes rurales qui constituent en réalité la majeure partie du réseau routier. Idelacte Mirabel Bissou. Le Togo estime en 2016 un peu plus de 6 600 km de pistes rurales qui ont connu des aménagements.
Ces infrastructures routières entrent dans le cadre de la politique des grands travaux qui a permis de construire et de réhabiliter plusieurs routes dans la capitale Lomé et à l'intérieur du pays depuis 2011. Aujourd'hui, ces pistes rurales représentent la grande partie du réseau routier et permettent aux populations d'écouler leurs produits agricoles. Si certains villages ont jusqu'ici bénéficié de cette politique de rénovation infrastructurelle de l'État, d'autres zones rurales restent enclavées et souffrent toujours pour écouler leurs denrées. Pendant la saison pluvieuse, les routes ne sont pas bonnes. Les motos ni les véhicules ne circulent plus. Les routes sont inondées pendant la saison pluvieuse et créent des accidents aux véhicules qui tentent de transporter les marchandises pendant cette saison. Les autorités nous avaient promis des choses en période électorale, mais elles ne sont plus revenues. Pour les agriculteurs et les commerçants, l'état d'effectuer des pistes rurales impacte considérablement sur le prix d'achat des denrées, surtout pendant la saison pluvieuse où les pistes rurales deviennent souvent presque impraticables. Dans le domaine des achats, supposons si un paysan vient avec ses ignames, vous l'achetez, mais ils disent que les routes ne sont pas bonnes. Au lieu de vendre à un prix pour que tu puisses revendre, tu n'as pas les moyens, ils n'acceptent pas. On n'a pas de route. Supposons si on prend le village de Manga, là c'est encore mieux. Là vous allez prendre la route, elle est un peu bonne. Mais avant d'y rentrer dans d'autres villages un peu plus loin que Manga, là ça ne va pas du tout. En 2015, plus de 11 milliards de francs CFA ont été alloués aux infrastructures routières au Togo. En 2016, sur le budget de l'État qui s'élève à 1002,2 milliards de francs CFA, les autorités ont consacré 15 milliards pour l'entretien du réseau routier. Pourtant, ces efforts de financement de l'État ne comblent pas toujours les besoins ressentis dans ce secteur. Le gouvernement veut revoir à la hausse les financements du secteur routier. Pour ce faire, il envisage de faire recours aux prêts et aux partenariats public-privé. Les travailleurs tchadiens de la fonction publique sont en grève depuis ce mercredi 26 octobre. Ils revendiquent le paiement des arriérés de salaires et de primes. Le service de la santé est le plus affecté. Les hôpitaux et les centres de santé publics sont fermés. Reportage de Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Commentaire Birama Saonera. Au Tchad, le bras de fer entre les syndicats et le gouvernement a des conséquences sur la population. Comme la plupart des services publics, les hôpitaux et les centres de santé du pays sont fermés depuis 3 jours à cause de la grève initiée par les partenaires sociaux. Ces derniers revendiquent le paiement des arriérés des salaires, des primes et des meilleures conditions de travail. Bon, puisque le gouvernement ne réagit pas, nous n'allons pas continuer avec le service minimum. Pourquoi? Parce que nos camarades qui observent le service minimum n'ont rien à manger. Puisqu'ils n'ont rien à manger à la maison. Et à l'hôpital, ils passent, je donne l'exemple de l'hôpital, ils passent toutes les nuits à soigner, ils sont debout toute la journée quand ils sont en service minimum, mais ça, sans avoir quelque chose à mettre sous la dent. Eux-mêmes sont dans des conditions physiquement déplorables. Ils ont commencé à nous dire que ça ne peut pas aller comme ça. Et nous avons donc dit, ok, on ne peut pas les obliger. Dans les hôpitaux de la capitale où le service minimum est assuré par les agents contractuels de l'État, le personnel soignant est débordé. Selon les témoignages des patients dans les centres de santé, seuls les cas d'accouchement sont pris en charge. Devant l'hôpital, la mère et l'enfant, un de mes amis était là avec sa femme, qui est en plein travail. Puisqu'il faut attendre, suivre le rang. Mais attends, on ne sait pas laquelle qui va accoucher premièrement, laquelle qui aura vraiment besoin d'une urgence. Et j'ai vu vraiment la souffrance aux yeux des femmes qui étaient là. Et même mon ami qui était à côté, parce qu'il n'était plus en lui. Donc franchement, il faudrait qu'il y ait une entente avec le corps soignant. C'est vrai, nous sommes en période difficile. Et on veut vraiment qu'il y ait dialogue. Rappelons que les 2 principaux syndicats des travailleurs du Tchad ont appelé mercredi 26 octobre 2016 à une grève dans tous les services de l'État, y compris les hôpitaux et les centres sociaux du pays, pour protester contre le retard de salaire et les primes. En Guinée, le dédommagement des victimes de pillage lors de manifestations politiques fait débat. Les récents accords politiques mentionnent que les opérateurs économiques ayant subi des pertes seront intégralement dédommagés. La liste est longue et certains se sentent laissés pour compte. Reportage d'Emmanuel Milimono, notre correspondant en Guinée.
Les participants au dialogue politique interguinéen d'octobre 2016 sont convenus du dédommagement des victimes de manifestations politiques. Un offre de soulagement, notamment pour les opérateurs économiques du pays, dont les boutiques et commerces ont été vandalisés et brûlés par des manifestants. Les préjudices s'élèvent à plusieurs dizaines de milliards de francs guinéens. Certains commerçants ont même été obligés de fermer commerce. Nous avons fait des recensements en 2013. Nous avons à l'époque pris aux alentours de 46 milliards 700 millions. Mais il y avait d'autres victimes qui avaient des immeubles qu'on ne pouvait pas en ce moment évaluer. Parce que ces immeubles qui ont été brûlés, les magasins qui se trouvent au rez-de-chaussée, qui ont été brûlés, nous n'avions pas les moyens de faire l'évaluation parce que ça demandait une expertise très approfondie. Seulement, depuis l'annonce de cette mesure, dans les conclusions de l'accord politique signé le 12 octobre 2016, des voix se sont élevées dans le pays pour crier à l'injustice. Parmi elles, des entrepreneurs ayant subi des dommages et dont les préjudices n'ont pas été pris en compte. Il s'agit notamment de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, Urtelgui, dont les stations privées ont été détruites, vandalisées et parfois mitraillées lors de ces mouvements violents des rues. Nous ne sommes pas d'accord. Pas plus qu'avant-hier, nous avons saisi tous les partenaires au développement par courrier. Nous demandons sans ménagement à ce que nous soyons rétablis dans nos droits. Ce qu'on va payer aux radios, ce n'est pas une charité, c'est un investissement que les Guinéens ont pris de leur poche, ont investi dans leur pays, ont employé des Guinéens. Les victimes dont l'accord fait cas sont celles de 2013 au cours des violences survenues en prélude aux élections législatives. Pour la première fois, les partis politiques signataires de l'accord du 12 octobre 2016 s'accordent sur le principe du dédommagement. La question qui se pose à présent est de savoir quelle victime sera prise en compte et comment se passeront ces dédommagements, d'autant plus que l'Assemblée nationale devra d'abord voter le texte avant qu'il ne fasse force de loi. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.